Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour, ici Paul Vachon, historien. Notre émission d'aujourd'hui, la troisième émission, va porter sur, puis il va y en avoir quelques-unes aussi qui vont avoir cette thématique-là, ce que j'appelle les rendez-vous manqués. Un rendez-vous manqué, c'est lorsqu'on prend une décision et évidemment, on veut toujours prendre la bonne décision, mais il s'avère dans l'avenir que ça n'a pas été la bonne. Alors, notre premier rendez-vous manqué va porter sur le premier conflit mondial, la Première Guerre mondiale. Et quelles sont les causes de la Première Guerre mondiale? Bien, écoutez, la première cause, en tout cas celle officielle dont on parle, c'est qu'il s'agit d'un individu que personne ne connaît à l'époque, là, un jeune étudiant qui s'appelle Gavrilo Princip, et qui est un bosniaque, puis qui va assassiner l'empereur François Ferdinand d'Autriche. Ça, c'est la cause je vous dirais, officielle. C'est sûr qu'elle a contribué. La vraie cause est plus profonde. On avait vu qu'il y avait des empires à une certaine époque, des empires centraux, entre autres, dont l'Autriche-Hongrie. Et il y a des pays qui sont sous tutelle, sous surveillance de l'Autriche-Hongrie, comme la Serbie, entre autres, et une partie des États de ce que deviendra plus tard la Yougoslavie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'empereur François Ferdinand visite son territoire et il est dans le sud de l'Empire austro-hongrois, dans les États qui sont aujourd'hui de la Serbie puis des États bosniaques. Alors, l'empereur François Ferdinand avait tout son parcours d'organiser, mais comme on prévoit qu'il pourrait y avoir des attentats, qu'il pourrait y avoir du grabuge, le parcours a été changé. Et d'ailleurs, il y a eu un incident qui s'est passé et l'empereur François Ferdinand s'est dirigé vers l'hôtel de ville pour protester contre une tentative de bombe là, qui a avorté. Et comme on a changé le parcours, alors en retournant vers l'endroit où il devait aller, il a croisé la route de Gavrilo Princip. Et celui-ci, il ne s'attendait pas à ça, c'est un jeune étudiant révolutionnaire. Il a vu le cortège de l'empereur passer devant lui, c'est une décapotable. L'empereur est avec sa femme Sophie et il a sorti un pistolet. Qui plus tard, on va voir, a été fourni par les Serbes. Il sort un revolver, il monte sur le marchepied, ça c'est pas clair, là, mais il monte sur le marchepied du véhicule et tire à bout portant sur l'empereur François Ferdinand et sur l'impératrice Sophie et les tue tous les deux. Assassine les deux chefs d'État. Bon, ça pourrait être un fait divers et d'ailleurs, ça avait été traité dans les jours qui suivent, un peu comme un fait divers dans le sens que, bon, c'est bien dommage l'assassinat de deux personnes, c'est bien terrible, mais il en demeure pas moins que c'est l'assassinat de deux personnes. Alors, les responsables sont arrêtés, Princip est arrêté, ainsi que d'autres qui sont arrêtés. Ils ne dévoilent rien du conflit, du complot plutôt, sauf un de leurs acolytes qui va tout dévoiler en disant que c'est la Serbie qui a fourni les armes. Et là, ça devient beaucoup plus sérieux, parce que la Serbie est un royaume indépendant, sous tutelle, si vous voulez, de l'Autriche-Hongrie, mais qui est un royaume indépendant. Et là, les Autrichiens vont en profiter pour dire aux Serbes, bien attention, c'est vous autres qui avez provoqué ce conflit-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'Autriche-Hongrie va envoyer un ultimatum à la Serbie. Dans cet ultimatum-là, ils exigent une enquête, ils exigent que les responsables soient rendus, puis tout ça. Presque tout est acceptable, sauf une clause qui dit que c'est l'Autriche-Hongrie qui va aller faire enquête en Serbie. C'est un peu comme s'il se passait un événement ici au Canada ou au Québec qui mettrait en cause, disons, des amis, entre guillemets, mettons les Américains,
et qu'on disait à la Sûreté du Québec ou à la GRC, vous n'avez pas d'affaires là-dedans, c'est les services secrets américains qui vont venir, qui vont faire une enquête, qui vont tirer des conclusions, puis qui vont décider. Il y a un petit problème, c'est qu'on est un pays, on est un pays indépendant, c'est pas les services policiers d'une autre puissance qui vont venir faire la loi et l'ordre chez nous. Ça ne se fait pas dans le monde international. Alors, c'est clair que la Serbie ne pouvait pas accepter l'ultimatum de l'Autriche-Hongrie. Alors, la Serbie, puis ils sont un peu coincés, la Serbie va accepter toutes les autres clauses, mais va rejeter la clause de l'ultimatum. Ce qui va entraîner l'Autriche-Hongrie à déclarer la guerre à la Serbie. Là encore, ça aurait pu être une déclaration de guerre entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie. Ça aurait pu arrêter là. Et ça l'aurait peut-être dû arrêter là. C'est sûr que la Serbie aurait été écrasée, puis l'Autriche-Hongrie aurait pris davantage d'ampleur. Vous savez, on a à peu près la même problématique aujourd'hui avec l'Ukraine puis la Russie, ou Taïwan puis la Chine, ou peut-être d'autres conflits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la bonne solution? Je vous dirais que la bonne solution, c'est celle qu'on prend sur le moment. C'est juste plus tard qu'on sait que si elle a été bonne ou non. Je reviens souvent sur une citation d'un auteur qui dit « Pour que le mal subsiste, il suffit que les gens de bien ne fassent rien. » Alors, que faut-il faire? Alors, dans ce cas, comme il y avait des alliances, il y avait deux alliances, la triple entente et la triple alliance, bien, les gens se sont un peu excités pour rien. Bien, pour rien. Disons qu'ils appréhendaient, et au lieu de déclarer la guerre, ce qu'ils ont fait, les Russes avaient déjà dit qu'ils soutenaient les Serbes parce qu'ils sont de même origine linguistique, ce sont des Slaves. Alors la Russie a mobilisé à sa frontière. Ils n'ont pas déclaré de guerre, là, ils n'ont pas tiré. Ils ont envoyé des troupes à la frontière austro-hongroise et serbe, tout simplement pour avertir, attention, là, on ne restera pas neutre éventuellement, et il faut faire attention, nous, on soutient les Serbes. Bien, à la suite de ça, c'est une inquiétude. Les Allemands vont mobiliser, eux autres aussi, à leur frontière est pour dire aux Russes, attention, on vous surveille, c'est pas comme ça que ça va se passer. Alors, le 28 juillet, et là tout déboule rapidement, là. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Et tout de suite, le 1er août, c'est pas long, là, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Pourquoi que l'Allemagne déclare la guerre à la Russie? Parce que d'une part, l'Allemagne avait dit à l'Autriche-Hongrie qu'elle soutenait l'Autriche-Hongrie devant sa guerre contre la Serbie. Et comme ils ont vu mobiliser les troupes russes, l'Allemagne prend de l'avance et dit attention, je vous déclare la guerre. Alors, on est le 1er août. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Pourquoi que l'Allemagne déclare la guerre à la France? Parce que la France soutient la Russie. La France soutient la Russie pour deux raisons. Elle est inquiète de l'Allemagne qui est sa voisine. Et l'autre raison, c'est que l'Allemagne est l'État qui finance les Russes. Les Russes, c'est une société, je vous dirais, qui est en voie de développement. C'est peut-être le pays le moins développé de toute cette joyeuse bande-là, mais la France soutient le développement de la Russie, dont notamment elle avait investi beaucoup dans le chemin de fer transsibérien. Alors, le 4 août, là, c'est au tour du Royaume-Uni de déclarer la guerre à l'Allemagne, et là, ça déboule. Ensuite, si le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne, bien, qu'est-ce que vous pensez que le Canada fait? La même journée, le Canada déclare la guerre à l'Allemagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de la guerre des Boers, qui est un avertissement. Lorsque l'Angleterre avait déclaré la guerre aux Afrikaners, en Afrique du Sud, le Canada est allé. Alors, il ne faut pas s'imaginer que 15 ans plus tard, que le Canada ne fera rien. Alors, le Canada entre immédiatement en guerre, mais le Canada dit ceci, je vais envoyer des volontaires. Il n'y aura pas de conscription. Promesse de politiciens. Alors, il n'y aura pas de conscription. Le Canada va envoyer des volontaires. On est le 4 août. Le 6 août, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie. Ensuite, la France à l'Autriche-Hongrie, l'Angleterre à l'Autriche-Hongrie. Et là, d'autres pays s'en mêlent. Le Japon déclare la guerre à l'Allemagne.
et la France et le Royaume-Uni aux Turcs, les Turcs qui sont alliés des Allemands. Et un peu plus tard, d'autres vont entrer dans le conflit, les États-Unis notamment, et on verra pourquoi. D'autres pays vont se joindre également dans le conflit. Puis les colonies, quand je parle des colonies, là, je parle du Canada, je pense à l'Australie, des colonies anglaises, et également des colonies françaises en Afrique, puis en Indochine. L'Indochine, c'est aujourd'hui le Vietnam, le Cambodge et le Laos, qu'on appelait l'Indochine, qui étaient des colonies françaises. On fait appel aux colonies, donc on va mobiliser des gens qui vont venir se battre sur les théâtres européens, des théâtres opérationnels européens. L'Inde aussi, qui est le joyau de la couronne britannique, va venir se battre. Les conséquences de ça vont être immenses. Alors, on rentre dans un conflit mondial et on aurait pu l'éviter. On aurait pu l'éviter. Est-ce qu'on avait besoin d'une guerre pour régler un problème de nationalité entre deux pays? Souvenons-nous qu'à l'époque, il n'y a pas d'organisation mondiale, il n'y a pas de plateforme pour être capable de se parler. C'est sûr qu'il y a toujours de la diplomatie, mais il y avait des gens qui poussaient à la guerre parce qu'on a encore la conception d'une guerre du 19e siècle. On ne s'est pas rendu compte de ce qui s'était passé durant la guerre russo-japonaise en 1905, où on avait utilisé les mitrailleuses, les barbelés, les navires de combat, des cuirassés et des destroyers. On dirait qu'on pensait encore davantage à une guerre du 19e siècle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire au début de la guerre. On utilise des chevaux, un peu comme au 19e siècle, à l'époque de Napoléon. On a des canons, de l'artillerie, puis on utilise des chevaux. Mais cette guerre-là, elle ne sera pas comme ça. Elle va être très différente. Là, avant d'entrer dans ce détail-là, on va se parler pourquoi que les États-Unis sont entrés en guerre. Bien, tout d'abord, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de la doctrine Monroe qui disait on ne s'occupe pas des affaires de l'Europe, puis l'Europe ne s'occupe pas des affaires des Amériques. Donc, quand la guerre a éclaté, les États-Unis ne voulaient pas y aller, ne se sentaient pas concernés. Il va se passer deux événements. En 1915, il y a un navire britannique qui va être coulé. Il s'appelle le Lusitania. Il transportait 128 Américains, 1200 passagers, 128 Américains. Et il va y avoir plus de 1000 morts dans le torpillage du Lusitania. Le navire a été torpillé par un U-boat allemand. Alors, évidemment, plus d'une centaine de pertes de vie américaines. C'est sûr que les Américains ont protesté. Alors, ce que les Américains vont faire maintenant, c'est qu'ils vont envoyer des armes. C'est un pays neutre, mais ils vont fournir des armes à l'Empire britannique, aux Alliés. Et le deuxième élément qui va choquer profondément les États-Unis, c'est en 1917, où une note diplomatique va être dévoilée. Et c'est l'Allemagne promet son soutien au Mexique si le Mexique entre en guerre contre les États-Unis. Et en échange, l'Allemagne prévoyant gagner la guerre, elles vont redonner au Mexique les États qu'ils ont perdus lors de la guerre contre les États-Unis au 19e siècle, c'est-à-dire le Texas, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Évidemment que ça va choquer profondément les Américains, et les Américains se rendent compte aussi qu'ils ne peuvent pas éviter le conflit. D'autant plus que les Allemands ont annoncé que dorénavant, n'importe quel navire neutre, mais qui transporte des marchandises vers les pays alliés, vont être la cible des U-boats allemands. Alors, les États-Unis, en 1917, déclarent la guerre à l'Allemagne. Quelle sorte de guerre que c'est? Bien, au début, c'est une guerre de tranchées. Une guerre de tranchées parce que les forces combattantes sont à peu près de même force. Alors, on s'enterre dans des tranchées et on se bombarde avec l'artillerie. Et de temps en temps, au coup de sifflet, on sort des tranchées avec baïonnette au fusil pour se massacrer les uns les autres. C'est horrible. Quand on bombarde les tranchées, il y a des trous d'obus partout, des gens sont massacrés, il y a des centaines de morts, il y a la pluie, la boue, c'est une horreur épouvantable. Et ce sont nos jeunes hommes
qui vont là, qui se battent pour ça. Je vais vous lire 3 témoignages. Ces témoignages-là sont tirés d'une revue qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, puis qui s'appelle Le Bercail, qui était une revue qui parlait d'histoire régionale. Alors, je vous lis 3 témoignages. Le premier, ça vient de Greenhouse Brereton, qui est un officier britannique dans l'armée britannique et qui se bat durant la Première Guerre mondiale. Voici ce qu'il dit. De 200 à 300 hommes étaient étendus dans le fossé. Certains se tenaient la gorge. Les boutons en laiton de leurs uniformes étaient verts. Leur corps était tuméfié. Certains d'entre eux vivaient encore. Par curiosité, l'un d'entre nous retourna l'un des morts. Il vit une épinglette de laiton portant l'inscription « Canada ». Sur l'épaule du cadavre et s'exclama « Ce sont des Canadiens ». Certains d'entre eux se tordaient toujours sur le sol, la langue sortie. Puis, nous avons voulu atteindre les tranchées canadiennes du front. Il ne restait plus de tranchées. Il y a eu des batailles absolument épouvantables où il y a eu des assauts. Et ces assauts-là, finalement, ne donnaient pas grand-chose. On prenait quelques centaines de pieds, puis on les perdait le lendemain. Je pense notamment à la bataille de Verdun, la bataille de la Somme, la crête de Vimy, dont un de nos villages ici, Vimy Ridge, porte le nom, où des jeunes hommes, des jeunes Québécois ont été massacrés. Un autre témoignage qui vient d'un soldat de Thetford Mines, le soldat Arthur Mercier. Quand on est dans les tranchées, l'on dirait qu'on est pour être englouti à chaque instant par les gros obus qui éclatent ça et là, en faisant trembler la terre. Vous ne pouvez pas vous figurer comment c'est la guerre. Et finalement, un dernier témoignage, le soldat Josaphat Frenette, de Thetford aussi. Cette guerre cruelle où toutes les lois humaines sont violées, où rien n'est épargné, hommes, femmes, enfants, tombent sous la mitraille, ou les balles des êtres barbares. Et les êtres barbares, bien évidemment, il y en a eu des 2 côtés. Cette guerre-là a fait des millions de morts, mais ce qui est important, c'est peut-être de prendre chacun un par un, dans le sens que chaque homme qui est tombé là, des jeunes de 18 ans, de 20 ans, de 17 ans, c'est des générations qui n'existeront pas, qui ont été sacrifiées. Je vais vous prendre un autre exemple, un autre soldat qui a fait la guerre en 1914-18. Il s'appelait Arthur Boulanger. Arthur Boulanger, il a été un soldat volontaire. Et il a participé à la bataille de Verdun, il a été blessé et il a été rapatrié. Ça a pris, il a été longtemps dans un hôpital en Angleterre, mais il a été rapatrié. Il est originaire de Saint-Pierre et il va être rapatrié chez lui. Il a survécu à la Première Guerre mondiale. Récemment, on a fait une réunion des descendants d'Arthur Boulanger au cimetière à Saint-Pierre-de-Bâtonne et pour lui rendre hommage. Et les descendants, il y en a beaucoup ici dans la région, mais il y en a en Gaspésie, puis il y en a à Québec, il y en a un petit peu partout. Il y avait près d'une centaine de personnes qui s'étaient réunies pour lui rendre hommage. C'est ça que je veux vous illustrer. Chaque soldat qui tombe, c'est aussi des familles qui sont disparues, qui n'existeront jamais. D'où l'immensité de ce massacre-là. L'autre élément aussi, on avait promis le Canada qu'il n'y aurait jamais de conscription. Sauf qu'après les batailles de Verdun, les batailles de la Somme, ces batailles-là, puis quand on pense aussi à l'utilisation de chars d'assaut, d'avions qu'on appelait aéroplanes à l'époque, il y a pas mal plus de morts que de volontaires pour remplacer les troupes canadiennes. Alors le Canada, il n'est pas capable de remplir sa promesse qu'il avait faite aux Alliés, notamment l'Angleterre, pour leur dire, je vais vous fournir, je vais remplacer les soldats qui sont tombés au combat, morts ou blessés, par des volontaires qui vont venir s'inscrire. Au début de la guerre, il y a beaucoup de volontaires, surtout des anglophones, pour les mêmes raisons qu'on avait vues concernant la guerre des Boers, sont plus attachés parce qu'ils sont de première génération ou de deuxième génération à l'Empire. Alors, il y a beaucoup de volontaires, mais au fur et à mesure que les massacres s'intensifient,
puis qu'on en parle de plus en plus, bien, il y a pas mal moins de volontaires, ce qui oblige le Canada, qui manquait de volontaires, à établir la conscription en 1918. Les Canadiens français sont fortement opposés à la conscription et il va y avoir même une émeute à Québec où l'armée canadienne est appelée à intervenir. Le maire de l'époque, le maire de Québec, est aussi député fédéral à Ottawa. Alors, il va demander à l'armée d'intervenir à Québec. Et l'armée va lire l'acte d'émeute en anglais. Les gens ne comprennent pas. Et de toute façon, dans cette foule-là, il y a des femmes et des enfants qui sont là puis qui lancent des balles de neige aux soldats. Mais l'armée va ouvrir le feu sur la foule et il va y avoir 5 morts à Québec. À Saint-Méthode également, ici, à Stock, on a retrouvé un petit entrefilet de quelques lignes où les gens avaient attaqué les registres paroissiaux. Pourquoi attaquer les registres paroissiaux? Parce que c'est ça qui s'était passé à Québec. C'est là que le nom des jeunes hommes est inscrit. Si tu es venu au monde en 1890, bien en 1914, tu as 24 ans. C'est facile, là. Il suffit de trouver tout simplement qui a 18 ans en 1914. Tu lis le registre, tu vas voir les naissances, tu vas voir les décès pour voir si la personne, le bébé n'est pas mort. S'il n'est pas mort, il est là. Alors, s'il est là, la police militaire, les MP, vont le capturer, vont l'emmener dans un camp d'entraînement, puis il va être envoyé au front. Alors, les jeunes, on dit qu'il y a plus de 18 000 hommes qui vont se cacher dans les cabanes à sucre. Ils vont se cacher un petit peu partout et la police militaire va les suivre. Cette guerre-là aussi, c'est l'utilisation d'armements modernes pour l'époque, mais qui cause une tuerie de masse. On utilise, par exemple, les avions. On n'avait pas ça auparavant. Au début, c'est assez spécial. Les pilotes n'ont pas de parachute. Alors, c'est extrêmement risqué d'embarquer dans un avion. Et d'ailleurs, il y a un Allemand très célèbre qui est un as de l'aviation, qui s'appelle le Baron Rouge, qui va abattre des dizaines et des dizaines d'avions alliés. Les Canadiens sont très forts aussi. Ils servent dans l'aviation royale de la Grande-Bretagne. Alors, on a de très bons pilotes. On a également des as de l'aviation chez les Canadiens. On va utiliser aussi des ballons, des dirigeables, pour tout simplement, comme aujourd'hui c'est des drones, là, mais à l'époque c'était des dirigeables, pour être capable d'avoir une vue aérienne, puis mieux orienter l'artillerie pour faire davantage de dégâts. On utilise aussi des chars d'assaut. Ils ne sont pas très efficaces, ça n'a rien à voir avec les chars d'assaut d'aujourd'hui, mais quand même, ils offrent une bonne protection à l'infanterie, puis ils sont capables de passer à travers les barbelés, et puis ils sont capables de percer les fameuses tranchées, les lignes de tranchées. Et on utilise aussi, pour la première fois, les gaz, donc une gaz chimique. C'est notamment du chlore, ce qu'on m'a dit qui était utilisé, mais peu importe. On lance dans les tranchées des grenades de gaz, puis on attaque avec des soldats qui portent des masques à gaz. On a l'impression qu'on se retrouve en pleine science-fiction, dans une guerre absolument épouvantable. On n'a pas l'impression que c'est réel, tant c'est terrible, cette guerre-là. Alors, 10 millions de morts. En plus de ça, la grippe espagnole, parce qu'il faut le mentionner, la grippe espagnole est une des conséquences de cette guerre-là. Alors, la grippe espagnole, on en a eu chez nous. Moi, dans ma famille, mon grand-père et ma grand-mère avaient 4 enfants. Alors, dans la même semaine, mon grand-père a perdu sa femme et un des enfants. Je n'ai jamais connu, évidemment, ma grand-mère. Ma mère a survécu. Mon grand-père est resté seul avec son fils et 2 de ses filles. Les gens utilisent n'importe quoi comme remède qui ne fonctionne pas. De la mélasse, du sirop d'érable, tout ce que vous voudrez, là. Ils fréquentent les églises, donc ils se contaminent encore plus. Certains portent des masques de coton qui sont plus efficaces. 100 millions de morts dans le monde, plus les 10 millions de la Première Guerre mondiale. Il y a eu 1000 cas à Thetford concernant la grippe espagnole. Alors, c'est absolument épouvantable.
Il y a eu un événement, quelques événements qui se sont passés aussi lors de cette guerre-là, où les gens ont fraternisé. Alors, il y a eu un excellent film qui s'appelle Joyeux Noël. Et Joyeux Noël raconte un de ces événements-là qui s'est passé dans un village français, dans les guerres de tranchées, où la veille de Noël, les soldats allemands et les soldats français et britanniques ont sorti de leurs tranchées, ont échangé des cadeaux et ont fraternisé. Une guerre épouvantable qui aurait pu être évitée. Merci. À la prochaine.